L'État-providence, une forme de totalitarisme? C'est une question qui a de quoi surprendre, c'est certain. Et pourtant, c'est l'argument choc qu'on va explorer aujourd'hui. Un argument tiré d'une analyse qui fait un lien, disons, audacieux entre les politiques de la pandémie et une critique assez radicale de l'État moderne. Et d'entrée de jeu, l'auteur ne prend pas de gants. Il pose un cadre qui est, il faut le dire, assez brutal. Pour lui, l'arbitraire, vous savez, ces décisions qui semblent prises sans logique claire, surtout en temps de crise, eh bien, ce n'est pas juste une petite erreur de parcours, non. Ce serait carrément le signe, la marque de fabrique du totalitarisme. Voilà, donc la question qui va être le fil rouge de toute cette analyse. Et pour soutenir une thèse aussi forte, aussi audacieuse, l'auteur ne part pas dans de grandes théories abstraites. Non, il s'appuie sur un événement bien précis, un événement qui s'est passé au cœur de la pandémie. Alors, allons voir ça de plus près. Bon, alors, le point de départ de tout ce raisonnement, le voici. C'est un événement que l'auteur qualifie de totalement inédit et même de choquant. Il s'agit de ce qu'il présente comme une interdiction pure et simple qui aurait été faite aux médecins de soigner leurs patients, en tout cas au tout début de la maladie. D'après l'article, la seule instruction officielle qui était donnée, c'était « restez à la maison, prenez du Doliprane ». Point. Pour l'auteur, c'est là que tout bascule. Il y voit une rupture totale avec la base même de la médecine, le fameux serment d'Hippocrate. Au lieu de chercher à traiter, à soulager activement, on aurait conseillé une sorte d'attente passive. Une approche qui, de son point de vue, s'apparente à de la non-assistance. Face à cette situation qu'il juge aberrante, l'auteur nous rappelle ce qui, pour lui, constitue les bases de l'éthique médicale. D'abord, la liberté pour un médecin de tenter des choses, de proposer des traitements avec des produits qu'il connaît. Et surtout, la décision finale qui doit toujours revenir au patient. C'est ça, dit-il, qui fait toute la différence entre un patient et un rat de laboratoire. Et c'est là que l'auteur met le doigt sur un paradoxe qui, visiblement, le sidère. Il se dit « Attendez, on vit dans une société qui est gavée de droits à ci, droits à ça, on revendique des droits pour tout et n'importe quoi, et là, face à ce qu'il appelle un refus de soigner, presque rien. Pas de protestation, pas de scandale. » Alors la question se pose, comment on explique ce silence? Eh bien, ce silence, justement, il pousse l'auteur à aller plus loin, à se poser une question beaucoup plus fondamentale sur un droit qu'on pensait tous gravé dans le marbre, un droit fondamental et intouchable, le droit aux soins. C'est une question qui, à première vue, a l'air un peu bête, surtout en France. Avec la sécurité sociale, on se dit tous que le droit aux soins de santé, c'est une évidence, non? Et pourtant, l'auteur utilise cette question pour pointer du doigt ce qu'il voit comme un décalage immense, une contradiction flagrante entre ce qu'on croit être nos droits et ce que la crise a révélé. Et la réponse de l'auteur, elle est plutôt directe. Apparemment, non. Ce qu'il soutient, c'est que la pandémie a agi comme un révélateur. Elle aurait montré que ce fameux droit aux soins n'est peut-être pas si inaliénable que ça. En fait, il ne serait pas un droit absolu, mais plutôt un droit conditionnel, un droit que l'État peut décider de suspendre quand il estime que la situation l'exige. Alors, comment est-ce possible? Comment un droit peut-il à la fois exister et ne plus exister du jour au lendemain? Pour comprendre cette apparente contradiction, l'auteur nous propose de faire un petit détour par la philosophie du droit. Il y a là un très vieux débat, mais qui est absolument crucial pour comprendre la situation. Le débat entre le droit positif et le droit naturel. Et là, on voit très bien la différence. C'est un peu deux visions du monde qui s'affrontent. D'un côté, le droit positif. En gros, les droits, c'est ce que la loi dit. C'est l'État qui décide et qui nous les accorde. Et qui dit accorde, dit peut reprendre. De l'autre côté, le droit naturel. Là, c'est l'inverse. Les droits, on les a parce qu'on est des êtres humains, point. Ils existent avant l'État. Et l'État doit juste les respecter. Alors la grande question, c'est dans lequel de ces deux systèmes vit-on vraiment? Pour appuyer son propos, l'auteur fait un rapide retour en arrière. Il nous montre que pendant longtemps, l'idée c'était que les droits servaient à protéger les individus contre le pouvoir de l'État. C'était l'esprit de la Magna Carta en Angleterre, des écrits de John Locke. Et aujourd'hui, eh bien selon lui, on a complètement inversé la logique. C'est l'État qui est devenu la source de nos droits. Un vrai basculement, un renversement de perspective à 180 degrés. Bon, mais alors ce fameux droit naturel, il repose sur quoi exactement? Eh bien, au cœur de cette philosophie, il y a un concept absolument central, la pierre angulaire de tout l'édifice. L'auteur l'appelle la propriété de soi. La propriété de soi, qu'est-ce que c'est? C'est une idée à la fois toute simple et incroyablement puissante. Chaque individu est le seul et unique propriétaire de son propre corps et de sa propre vie. C'est de là, de ce droit premier, que découlent tous les autres. Et si on applique ça à la santé, c'est très clair. Ça veut dire que la décision finale pour tout ce qui touche à son corps, eh bien, elle doit appartenir au patient. Pas à l'État, pas à un comité, au patient.
Et c'est précisément ce conflit, cette tension entre, d'un côté, les droits que l'État nous donne, et de l'autre, ce droit fondamental de disposer de soi-même, c'est cette tension qui amène l'auteur à la conclusion la plus, disons, explosive de son analyse. Forcément, la question qui suit est inévitable. Si cet État-providence, dont le but premier est de nous protéger, peut aller jusqu'à décider de suspendre un droit aussi fondamental que celui de se soigner, alors où est la limite? Où est-ce qu'on trace la frontière avec une forme de contrôle totalitaire? Et cette image illustre parfaitement le sommet de l'argumentation de l'auteur. Pour lui, cette fameuse consigne de ne pas soigner, ce n'est pas un détail. C'est la preuve ultime qu'un État, sous le prétexte de gérer une crise, a franchi une ligne rouge. Il a dépassé son rôle pour s'arroger un contrôle total sur la vie et même la mort des individus. Et comment on justifie ça? Eh bien, selon l'auteur, c'est toujours au nom de grands principes, un peu vagues comme l'intérêt général, le bien du collectif. On nous dit qu'il faut sacrifier le libre choix individuel sur l'autel de la collectivité. Et c'est cet appel au collectif qui servirait de justification à des mesures qu'il juge coercitives et arbitraires, comme celle, justement, de refuser de soigner. Et voilà, la boucle est bouclée, on revient à notre point de départ. Pour l'auteur, il faut bien comprendre que l'arbitraire, ce n'est pas juste une maladresse ou une erreur de gestion, c'est bien plus que ça. C'est un outil de pouvoir, une arme qui installe une incertitude constante, qui nous force à vivre dans un monde où les règles du jeu peuvent changer d'une minute à l'autre. Et ça, cette incertitude comme mode de vie forcé, c'est précisément pour lui la définition même, la signature du totalitarisme.